Bonjour à tous. Cela fait exactement 75 ans aujourd'hui que les Nations Unies ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce dimanche 10 décembre, nous passons au crible la situation des droits de la personne humaine au Bénin dans votre émission Zone Franche. Quelle est la marche du Bénin en matière et de quoi présage l'avenir avec les indicateurs en présence aujourd'hui? Dans l'actualité, les débats parlementaires du 30 novembre dernier, marqués par les questions orales au gouvernement sur la situation des déguerpissements à Plakodji et autres quartiers du littoral de Cotonou et Abomey-Calavi. La semaine qui vient de finir est marquée par la publication d'un travail scientifique sur les expulsions forcées en lien avec 4 projets du gouvernement de développement touristique ou d'aménagement du littoral. Le rapport produit par Amnesty International documente les conditions dans lesquelles ces expulsions ont été menées depuis 2021 à Djegbadji et à Vlekete dans la commune de Ouida et à Plakodji et Filleyon 1 à Cotonou. Il y a à dire et à redire sur le respect du droit béninois, les conventions régionales ainsi que les principes de base des Nations Unies en ce qui concerne ce type d'opération, renseigne le rapport dévoilé jeudi dernier par l'ONG de protection des droits humains. Et c'est avec un chercheur de l'organisme international que nous allons nous entretenir dans ce numéro. Fabien Hoffner, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous serez avec Franck Aounou et moi. Bonjour Franck. Bonjour William, Fabien Hoffner, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de venir parler des droits de l'homme sur Zone Franche de Canal 3. D'abord, parlez-nous brièvement de Amnesty International. Pour celles qui ont encore des points d'homme en ce qui concerne la mission de Amnesty International. Alors, merci pour votre invitation tout d'abord. Amnesty International est une organisation de défense des droits humains qui a pour mission et dont l'inspiration première est justement de défendre le droit et l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. C'est une organisation internationale dont le siège est basé à Londres, mais qui a de nombreux bureaux régionaux sur tous les continents, en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe. Et les équipes sont composées de plusieurs personnes, des chercheurs, des chargés de campagne, des chargés de communication. Il y a tout un nombre de fonctions de personnes dont le but est de mener à bien le travail d'Amnesty, qui est essentiellement faire de la recherche, du plaidoyer et de l'éducation aux droits humains. Ce sont un peu les 3 piliers de l'organisation. Alors, les précurseurs de cette organisation internationale aujourd'hui sont-ils satisfaits de comment le travail est mené, la lutte est menée pour garantir et protéger les droits humains à travers le monde? Les représentants d'Amnesty International? Oui, ceux qui ont pensé à la mise en place d'une telle organisation. Je pense que les représentants, comme n'importe quel citoyen, peut difficilement se réjouir de la situation actuelle. Dans la région, mais pas seulement dans la région, quand on voit ce qui se passe en Palestine et Israël, quand on voit ce qui se passe en Amérique du Sud, quand on voit ce qui se passe en Asie, les problèmes sont très nombreux. Et pour parler précisément de la région Afrique de l'Ouest, qui est celle que nous couvrons au bureau régional, la tendance est malheureusement à une situation des droits civils et politiques de plus en plus compliquée, avec une multiplication des conflits et des conflits du Sahel qui se sont étendus jusqu'au nord de certains pays du Golfe de Guinée. Alors, on va faire plus précis maintenant. Que représente la Déclaration universelle des droits de l'homme pour l'humanité? Est-elle suffisamment connue aujourd'hui au XXIe siècle? Elle n'est sans doute pas suffisamment connue, mais le but de notre organisation et de nombreuses autres est de la faire connaître. Le principe est simple. Et la plupart des normes du droit international s'en inspirent. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a aussi une augmentation du corpus juridique et législatif au fur et à mesure. Donc de cette Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, on est arrivé aujourd'hui à une multiplication des droits, des normes, qui sont peut-être aussi de plus en plus complexes à comprendre pour les citoyens, mais qui sont censés leur parler de façon très concrète, puisque tout ce corpus juridique, que ce soit au niveau de l'ONU, au niveau de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ce sont des choses très concrètes. C'est le logement, c'est la santé, c'est l'éducation, et ce sont des choses qui parlent à tout le monde. Aujourd'hui que nous fêtons 75 ans d'existence de la Déclaration universelle des droits de l'homme, si vous appréciez le Bénin, vous passez le Bénin au scanner, aujourd'hui, quel est l'état des droits de l'homme au Bénin?
Aucun pays n'est parfait, que ce soit en Amérique, en Europe ou en Afrique. La situation du Bénin, quand on compare la situation régionale, n'est sans doute pas la pire en matière de droits humains. Quand on voit ce qui se passe notamment au Sahel ou dans des pays à instabilité chronique comme la Guinée. Néanmoins, comme tous les pays, il y a évidemment des enjeux liés aux droits humains en Guinée. On parlait tout à l'heure des groupes armés d'inspiration djihadiste au Burkina et au Mali qui s'étendent dans le nord du Togo, dans le nord du Bénin, dans le nord du Ghana. C'est évidemment une problématique dont la responsabilité n'est pas celle des autorités, puisque ce sont des groupes armés qui s'en prennent aux civils et aux militaires. Mais on constate que dans un certain nombre de pays où il y a ces conflits armés, ça peut aller de pair avec une certaine restriction de la liberté d'expression. Il y a certains journalistes qui étaient dans le nord du pays qui ont été arrêtés. C'est également ce qu'on constate dans d'autres pays où les conflits en cascade créent une certaine atmosphère, une certaine ambiance qui fait que les autorités ont tendance à contrôler un petit peu l'information. On peut également parler évidemment de la détention de certaines personnes. Rekia Madougou, c'est pas Amnesty qui le dit, c'est le groupe de travail des Nations Unies pour la détention arbitraire, est en détention arbitraire. C'est un groupe de travail dont les avis ne sont pas contraignants, mais qui a un petit peu une force, puisque c'est composé de magistrats et que c'est l'Organisation des Nations Unies. Les atteintes à la liberté d'expression, avec notamment le Code du numérique de 2018, qui a tendance, dans certains cas, à être utilisé de façon à brider certains médias, comme on a pu le constater, les conditions de détention. Nos collègues de Amnesty Bénin visitent, quand ils en ont l'occasion, certains centres de détention qui sont surpeuplés, où les conditions de détention sont extrêmement graves. Donc je pense qu'aucun pays dans le monde n'est parfait. Le Bénin évidemment, comme beaucoup d'autres pays. Ce qui est intéressant plutôt, c'est de se concentrer sur les marges de manœuvre et sur ce qui est possible et sur ce qui n'est pas possible. Et au Bénin, des choses sont possibles. Qu'est-ce qui est possible justement? Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant, pour engranger des points en termes de respect, de protection des droits humains? Il y a évidemment les questions de sensibilisation et je pense que c'est aussi le travail que fait Amnesty à travers l'éducation aux droits humains. Il faut que tout le monde se rende compte que ces droits sont les droits partagés par tous. Ce ne sont pas des choses qui viennent forcément de l'extérieur. Il y a des textes que le Bénin a ratifiés. Il y a une charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui est là, qui existe. Il y a des marges de manœuvre sur les prisons. Il y a des choses à faire. On a également constaté que les autorités, quand elles ont connaissance de certains manquements ou de certaines violations, peuvent prendre des mesures. On avait signalé que des patientes étaient détenues dans un hôpital du Bénin il y a quelques mois. Il y a une visite du ministère, je crois, de l'action sociale, ou je me trompe peut-être sur l'intitulé, et ces patientes des affaires sociales, merci. Ces patientes ont été libérées, donc il y a pas forcément toujours un manque de volonté, il y a peut-être parfois un manque de volonté de documenter, de savoir ce qui se passe, peut-être des remontées d'informations qui ne remontent pas suffisamment, mais il y a toujours des marges de manœuvre, comme on veut le montrer dans le rapport que nous avons écrit sur les expulsions forcées. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de léthargie qui fait que ce qu'on doit régler tout de suite pour éviter que la situation en matière de droit, de respect de droit ne se dégrade, qu'on laisse perdurer cette situation-là? Est-ce qu'il n'y a pas un peu de cela dedans? Oui, ça, je pense aussi que c'est la nature humaine plus largement. Mais ce qui est certain, c'est que dans certains cas, mieux vaut prévenir que guérir. Je pense à la situation dans le nord du pays. Quand on voit ce qui s'est passé auparavant au Sahel, c'est difficile de savoir ce qu'il faut faire, mais on sait ce qu'il ne faut pas faire. Nous avions alerté dans un communiqué il y a quelques mois qui parlait à la fois de la situation au Bénin et au Togo sur les cas d'arrestation arbitraire, qui ciblait notamment certaines communautés. Et ce qu'on a pu constater dans d'autres pays, c'est que s'en prendre à des personnes innocentes et parfois focaliser en ciblant certaines communautés, ça crée de la rancœur, ça crée de la frustration, ça crée des sentiments d'injustice, et en retour, ça peut évidemment se retourner contre l'État. Eh bien, Fabien Hoffner, nous allons en venir à l'actualité à Amnesty International, ici au Bénin précisément.
Des atteintes aux droits de l'homme, il y en a au Bénin, des violations aussi, mais pourquoi précisément documenter le phénomène des expulsions forcées au Bénin? Alors nous avions soumis un rapport à l'occasion de l'examen périodique universel du Bénin qui a eu lieu en janvier 2023. Donc c'était un document dans lequel on s'était attaché à montrer les nouvelles législations qui peuvent avoir des tendances liberticides. Donc nous avions déjà fait un travail de ce côté-là. Au cours de l'année, nous essayons aussi de réagir à travers des communiqués de presse de façon plus réactive. Là, on parle d'un travail au long cours. C'est un travail qui prend du temps avec des visites de recherche, avec un certain nombre de relectures. Et on a souhaité travailler sur les expulsions forcées puisque cette famille des droits, de ce qu'on appelle les droits économiques, sociaux et culturels, nous semble particulièrement importante puisqu'elle touche un maximum de personnes. Quand on parle de détention, on peut parler de peut-être une ou deux personnes, mettre l'accent sur certaines personnes. Là, sur des sujets comme la santé, le logement, les expulsions, on parle de milliers de personnes. Donc c'est aussi important de savoir qu'on peut travailler sur des sujets et espérer peut-être avoir des résultats sur des sujets qui concernent un nombre très important de personnes, ce qui est le cas pour les expulsions. Alors, William l'a dit dans son introduction, c'est un travail scientifique qui a été fait, le constat sur le terrain, et les délégués de Amnesty sont passés sur le terrain dans 6 villages au quartier de villes, de 3 départements. Quelle a été la moisson en termes de contenu? Qu'est-ce qu'on a remarqué concrètement sur le terrain? Alors scientifique, c'est nous faire trop d'honneur, mais on essaye de faire au maximum, en tout cas d'avoir une méthodologie la plus rigoureuse possible pour faire en sorte que les informations que nous documentons soient vérifiées, soient vraies, soient documentées. Ce que nous avons constaté essentiellement, nous on s'intéresse surtout aux trains qui arrivent en retard, c'est un peu notre travail, ce qui ne veut pas dire que certaines choses n'ont pas été bien faites, mais sur les manquements que nous avons constatés, nous avons traité ça par ordre chronologique, en découpant le rapport entre les manquements constatés avant les expulsions, pendant les expulsions et après. Avant les expulsions, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu un manque d'informations précises, il y a eu une certaine opacité dans les recensements qui ont été faits, une opacité d'autant plus grande que nous n'avons pas eu accès à ce qu'on appelle les PAR, les plans d'accès de réinstallation, qui sont les documents qui sont censés lister de façon très précise comment le processus d'expulsion a eu lieu, ce que peuvent attendre les victimes d'expulsion. Nous avons fait des demandes aux autorités et nous n'avons pas eu accès à ces PAR, bien qu'on nous ait dit que certains existent. C'est un problème puisqu'il existe également une loi au Bénin d'accès aux documents administratifs. Donc l'absence de ces documents... Vous voulez parler du Code de l'information et de la communication? Tout à fait, qui permet, je crois, d'obtenir des documents administratifs, ou en tout cas que les autorités expliquent pourquoi elles ne peuvent pas les mettre à disposition du public. Donc il y a une forme d'opacité concernant ces recensements, concernant les informations. Il y a eu des délais de préavis insuffisants. Dans le cas de Plakoji, par exemple, c'était 2 mois avant. Dans le cas de Fignon, c'était quelques mois avant. Dans le cas d'Avlekete et de Djegbadji, jusqu'à présent, on ne sait toujours pas quand a été pris l'avis, quand les personnes ont été informées. On n'a pas eu cette réponse. Donc on peut imaginer à quel point quelle peut être la violence pour des personnes à qui on vient annoncer quelques semaines avant. Qui ont vécu toute leur vie sur cette terre. Et dont les parents et les grands-parents ont vécu pendant des décennies. La violence que ça peut être. Et le cœur également que nous avons documenté sur ce qui concerne avant les expulsions, c'est la question des indemnisations, évidemment, puisque selon le droit international et le droit béninois, les indemnisations doivent être justes et préalables, donc avoir lieu avant les expulsions. Et ça n'a pas toujours été le cas. Pour les personnes qui ont été indemnisées, en tout cas, certaines l'ont été seulement quelques jours avant, quelques semaines, voire après, ce qui n'est pas conforme là encore au droit international. On va en revenir aux indemnisations. Mais déjà, dans la pertinence de cette démarche, de ces infrastructures de développement qui amènent à démolir des Béninois, est-ce que, dans le fond, l'État n'a-t-il pas le droit de déplacer des gens pour les travaux d'intérêt général? Et déjà, que disent les dispositions béninoises? Est-ce que vous trouvez un peu comme violé dans le rapport de la nécessité pour un État de démolir des habitations et d'en faire des projets d'utilité pour tous? L'État béninois a évidemment le droit, comme tous les États, d'expulser des gens. C'est la distinction qui est faite d'un point de vue juridique entre les expulsions et les expulsions forcées. Selon le droit international, des expulsions forcées, ce sont des expulsions qui n'ont pas garanti
les procédures juridiques prévues par la loi aux personnes. C'est cette distinction sémantique entre expulsion et expulsion forcée. Mais l'État béninois a évidemment le droit d'expulser des gens, et on voit que tous ces chantiers menés sont, selon les autorités, évidemment menés pour le bien public. Donc les autorités peuvent évidemment mener ces expulsions, mais il faut qu'elles respectent évidemment un certain nombre de critères. Donc les gens qui ont été expulsés de certaines plages d'Avlekété, c'est évidemment dans le droit des autorités, mais il faut que ce soit fait en suivant certaines que cela soit procédures. mieux encadré. Tout à fait. Alors, on va également évoluer dans le débat, et on lit dans le document que des maisons ont été cassées à 2 heures du matin, par exemple, pendant qu'il pleuvait. D'autres n'ont même pas pu prendre leur bagage, et malgré les grosses gouttes, on les a sortis dans la rue. Certains se sont même demandé s'ils sont béninois. Comment cela peut-il s'expliquer? C'est une bonne question. Nous, on a documenté ce qu'il s'est passé. On a documenté le fait que les habitants de Fignon 1, puisque ce sont d'eux dont vous parlez, ils avaient reçu un avis d'expulsion, mais le fait est que les engins de destruction sont arrivés sur place alors que tous les habitants étaient encore dans les maisons. Il y a d'ailleurs des reportages de médias béninois qui étaient sur place, et les personnes ont été sur place quand le quartier a été détruit. Donc on peut imaginer la violence de voir des maisons détruites sous les yeux des personnes. Les personnes ont été empêchées de récupérer certains biens, de récupérer des briques. C'était le cas également à Djekbadji, par exemple, qui aurait pu être utilisé pour reconstruire d'autres... voilà. Il y a des gens également... nous n'avons pas parlé de ça dans le rapport, car c'est extrêmement compliqué de faire un lien entre des expulsions et des choses médicales, mais des gens nous ont expliqué que des personnes avaient été blessées et que des personnes avaient eu de graves problèmes médicaux à la suite de ça. Nous n'avons pas pu le prouver, donc nous ne l'avons pas mis dans le rapport, mais c'est des choses que les gens nous ont expliquées. Le cas de Fignon 1 est particulièrement choquant, puisque les gens n'ont absolument rien reçu, et vous aurez constaté que le quartier a été détruit au prétexte de la loi de 2018 sur la protection du littoral, mais que d'autres quartiers situés sur exactement la même longueur sont intacts. Donc il y a une question à laquelle nous n'avons pas eu de réponse, c'est pourquoi cet acharnement des autorités sur ce quartier. Peut-être que celui a été visé pour des projets précis. Peut-être. On peut imaginer qu'il y a des... C'est ça, on parle là de projets, on parle également de foncier, donc c'est sûr qu'il y a des sommes très importantes en jeu. Nous, on ne s'est pas attardé là-dessus, on s'est vraiment attardé sur le droit béninois, le droit international. Et ce que nous avons constaté, c'est que l'un des principaux biais, c'est que le droit béninois reconnaît le droit des gens à recevoir une indemnisation juste et préalable, mais seulement pour les cas d'expropriation, c'est-à-dire dans le cas où les gens sont propriétaires. Or, ce qu'on a voulu montrer, c'est que le droit international explique que les gens qui ne sont pas propriétaires ont eux aussi droit à être indemnisés quand on détruit leur maison ou quand on leur demande de partir. C'est pour ça que l'une des principales recommandations, c'est de demander aux autorités béninoises de mettre en accord le droit béninois avec le droit international. Même quand nous parlons des propriétaires, des gens qui ont un titre de propriété. Vous citiez à l'instant, d'une manière ou d'une autre, l'article 22 de la Constitution qui dit juste et préalable dédommagement. Mais est-ce que dans la pratique au Bénin, on dédommage vraiment préalablement avant de faire partir les gens? Et aussi, dans votre rapport, je l'ai lu à suffisance, apparemment, les indemnisations n'étaient pas à la hauteur des infrastructures et des casses, des maisons dans lesquelles ces personnes habitaient. Tout à fait. Il y a le cas des personnes qui ont reçu des indemnisations, puisque certaines en ont reçu. Et effectivement, ce que nous avons documenté, c'est que certaines les ont reçues très tardivement, parfois même après les expulsions, et que par ailleurs, beaucoup de personnes nous ont dit que ces sommes étaient insuffisantes pour reconstruire des logements corrects qui répondent aux critères du droit international d'un logement convenable. Beaucoup de gens nous ont dit ça, et de ce point de vue-là, c'est évidemment illégal et ça ne correspond pas à ce que dit le droit international. Ce que nous ont dit les autorités béninoises, c'est que ces personnes n'étaient pas propriétaires, et donc que le droit à une indemnisation juste et préalable ne peut pas s'appliquer pour ces personnes-là, et que les mesures donc qui ont été prises de compensation étaient des mesures sociales, d'accompagnement. Ce que nous voulons dire, c'est que ce n'est pas censé être une option au bon vouloir, c'est censé être une règle du droit international que les personnes, même si elles ne sont pas propriétaires, puissent être indemnisées. Donc les gens qui ont été indemnisés pour beaucoup ne sont pas satisfaites, sans parler évidemment des gens qui n'ont jusqu'à présent
pas du tout été indemnisés. Et Fabien Hoffner, dites-nous, est-ce que dans ce cas précis, le vin est tiré, hein, la population l'ont bu, la pilule a été très amère, mais est-ce que Amnesty, dans sa mission, peut aider ces personnes-là à entrer dans leur droit, que les préjudices qui leur ont été créés soient réparés? Alors dans certains cas, Amnesty peut appuyer des actions judiciaires. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas d'actualité aujourd'hui au Bénin. Et notre rôle n'est évidemment pas de se substituer aux institutions des pays. Notre travail au maximum, c'est de faire de la recherche et du plaidoyer. Donc on espère. Le but c'est pas de faire un rapport et de le laisser prendre la poussière. C'est de le faire vivre, de le partager et de partager les recommandations avec les autorités que nous avons rencontré la veille de la publication du rapport. Nous avons rencontré notamment le ministre du cadre de vie qui était assez ouvert et nous a expliqué qu'il a reconnu qu'il y a pu avoir des manquements et que son ministère était ouvert à ce que des mesures correctrices soient prises. Nous avons rencontré également le directeur de cabinet du ministère de l'économie qui nous a semblé également assez réceptif. Il n'était pas du tout hostile à ce travail-là. Et notre travail n'est absolument pas de se confronter aux autorités. Le but, c'est de pouvoir faire en sorte que tout le monde travaille dans un objectif commun, de venir en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Donc on espère que ce ne restera pas un discours et que les autorités vont pouvoir revenir sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent, repasser sur ces quartiers, repasser dans ces villages, et puis prendre le temps de faire les choses correctement pour ce qui n'a pas été fait correctement. Si j'ai bien parcouru votre rapport, on parle de près de 6000 personnes victimes de ces expulsions forcées sur ces quatre sites documentés dans votre rapport. Je me pose la question, est-ce qu'ils ont eu de l'assistance juridique ou judiciaire? Est-ce qu'ils n'ont pas agi en justice, par exemple, si toutes ces personnes se voient sans abri ou indemnisées à des montants qui ne valent pas les biens qu'ils ont perdus? Alors c'est 6000 personnes pour ces 4 sites, plus le projet 2 de la route des pêches. Donc il y a encore plus de gens au Bénin qui sont concernés par des expulsions forcées compte tenu du nombre de chantiers. C'est une estimation basée sur des chiffres officiels et des chiffres des collectifs de défense des droits de ces personnes. À notre connaissance, il y a eu très peu d'actions en justice et très peu de recours de façon générale, alors que des recours sont prévus par le Code foncier et domanial du Bénin et que le droit international insiste sur le fait que les personnes expulsées sont censées avoir accès à des recours et à l'aide juridictionnelle. La réponse, je pense qu'elle est assez simple, c'est que des gens nous ont dit que ça coûte cher, les démarches ça coûte cher, il faut se déplacer pour aller dans telle ville, dans telle structure, pour récupérer des papiers, il faut avoir l'argent d'avoir des avocats. On parle de villages de pêcheurs, de quartiers de pêcheurs, de gens qui, de ce que nous avons pu constater sont plutôt de gens issus de milieux modestes. Donc certaines personnes nous ont dit qu'elles ont abandonné les processus d'indemnisation, tout simplement par manque de moyens, ce qui n'est pas normal. Et par ailleurs, je pense qu'on parle de sujets qui sont très complexes. Pour tout le monde, c'est extrêmement compliqué de rentrer dans ce droit international, dans ce droit béninois, de comprendre les processus, enquête commodo, incommodo, c'est très facile de se perdre là-dedans. Donc les gens ne peuvent pas évidemment se retrouver très facilement dans ce labyrinthe du droit, et même si des procédures existent, elles ne les ont pas forcément activées, ce qui n'est pas pour autant, ce ne sont pas elles qui sont à blâmer, c'est aux autorités de faire en sorte que les choses se passent correctement et même d'apporter de l'aide administrative et judiciaire comme c'est prévu par le droit. Alors, j'ai une curiosité. Les cas à Placodi, les sites que vous avez ciblés, est-ce parce que les cas ont été aussi spectaculaires que ça a retenu l'attention de Amnesty? Parce que dans d'autres localités également, il y a souvent des cas qui sont faits, il y a des gens qui sont dégagés pour utilité publique et tout. Pourquoi le cas de ces sites-là a intéressé autant Amnesty? Oui, on a constaté qu'il y avait énormément d'expulsions au Bénin du fait de tous ces chantiers du Bénin révélé. Donc on a vu que c'était une problématique importante qui concerne énormément de gens. Après, on a
aussi des moyens limités, même en tant que grande organisation, tout le monde est limité. On ne pouvait pas s'intéresser à tous les quartiers, à tous les villages. Donc on a essayé de trouver une cohérence. La cohérence qu'on a essayé de trouver, c'est de s'intéresser plutôt au littoral. Donc voilà, des projets touristiques, purement touristiques, Ablekete et Djegbadji, et des projets d'aménagement du littoral, puisque Plakodji, c'est pour la création d'un centre commercial et administratif, et Fillon 1, officiellement, c'était pour projet de reboisement, de plantation de cocotiers, d'où le titre. Donc c'est pour ça il faut essayer aussi de trouver une cohérence aussi dans les publications voilà, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas d'autres expulsions, c'est un choix qui a dû être fait. Alors, votre rapport est particulièrement intéressant lorsqu'on en vient à découvrir que vous avez fait des recommandations, plus d'une dizaine, 14 recommandations au total. Nous allons passer quelques-unes en revue lorsque vous demandez qu'on fournisse par exemple des documents conformes aux droits béninois qui attestent de façon incontestable de leurs droits sur leur nouveau terrain et logement. Doit-on comprendre qu'ils sont toujours en insécurité, ces personnes-là? Oui, tout à fait. On sait qu'au Bénin et dans la région, la question du foncier est extrêmement importante. Les gens de Plakodji étaient installés depuis des décennies sur le site, puisque j'ai cru comprendre que c'est l'un des plus anciens quartiers de Cotonou. Pour autant, beaucoup n'avaient... On a tenté de dire des siècles. Des siècles, merci. Pour autant, les gens n'avaient pas forcément de titre de propriété. Les habitants de Fillon 1 avaient des fiches de recasement, puisque le régime précédent leur avait fourni des attestations de recasement. Les autorités actuelles ont estimé que tout cela était illégal. Il est censé avoir une continuité de l'État. Mais pour revenir à votre question, effectivement, ce que nous demandons, c'est que les gens qui ont été réinstallés, puisqu'il y a des sites de réinstallation officiels, à Djefa pour les habitants de Plakodji, à Awanji pour les habitants de Fillon 2, effectivement, à partir du moment où ces gens ont été expulsés, si on les réinstalle, il ne faut pas qu'ils se retrouvent à nouveau dans une insécurité foncière. Donc ce que nous demandons, et ce qui je crois est déjà en cours, on nous a expliqué que c'était des choses qui étaient en cours, il faut que ça arrive à terme, c'est que les gens réinstallés aient des titres de propriété clairs et nets qui ne puissent faire l'objet d'aucune contestation possible à l'avenir. Amnesty demande des choses qui m'intéressent beaucoup aussi, parce que je me demande si... du temps de Patrice Talon, avec l'envergure des projets touristiques, ces choses sont faisables. Je commence par une des plus banales, la modification du code foncier et domanial pour inscrire, dites-vous dans votre rapport, le droit de toutes les personnes expulsées, pour inscrire leur indemnisation juste et préalable pour permettre la récupération et le transport de leurs biens à tous ceux qui ont des titres de propriété ou non. Est-ce possible? Parce que vous l'avez dit, l'arsenal juridique ne prévoit pas une indemnisation pour ceux qui n'ont pas de titre de propriété. Si ceux qui en ont, on examine et on évalue en minorant leur propriété, est-ce que vous pensez que cette recommandation peut faire long feu? On espère. Il s'agit tout simplement d'être d'abord en accord avec le droit international, et certaines autorités nous ont dit que c'est quelque chose qui pouvait être envisagé, puisque l'un des nœuds de ce problème, c'est ce terme d'expropriation. Donc il faudrait idéalement qu'une nouvelle loi soit adoptée, qui soit très claire sur la façon dont les expulsions sont censées se passer. Ça serait d'autant plus nécessaire que, encore une fois, le pays est en chantier. Donc on peut imaginer qu'il y aura beaucoup d'autres cas tels que celui-ci. Après, je pense que c'est une question de volonté politique, c'est pouvoir mettre de l'argent à disposition. On ne parle pas forcément de sommes énormes. Dans le cas de Ablekete, où d'ailleurs les propriétaires terriens sont toujours en négociation. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été indemnisés. Et ils estiment que les indemnisations sont très en deçà des prix du marché, dans le cadre du projet du Club Med, qui est un projet particulier, puisque le Club Med a des normes particulières qui sont censées être plus exigeantes, les normes de la Société financière internationale. Et ces normes financières de la Société financière internationale disent très clairement que les gens doivent être indemnisés à hauteur de la perte, au minimum à hauteur de la perte, voire plus. Donc je pense qu'il s'agit surtout de volonté politique. On a vu avec les autorités actuelles que la volonté existe pour faire de belles choses, pour faire des projets de développement. On voit que la ville est en chantier, la ville s'embellit, les projets fleurissent. Ceci est né d'une volonté. Donc je pense que cette volonté sera d'autant plus louable, et ces projets touristiques, quand ils naîtront, seront d'autant plus
beaux, qu'ils auront été faits dans le respect des Béninois et des habitants. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Les omelettes sont très intéressantes à consommer, mais on oublie très rapidement qu'on a cassé des œufs. C'est peut-être pour la postérité ce que l'on fait aujourd'hui. On ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, mais les vies humaines ne sont pas des œufs, si pour réagir à votre métaphore. Et je pense qu'il y a des choses à faire. C'est encore une fois de la volonté politique. Certaines choses ont été faites dans les règles de l'art. Des personnes ont été recensées, des personnes ont été indemnisées. Mais je pense aussi qu'il faut se poser la question sur l'image qui peut être renvoyée. Le but est d'accueillir des touristes africains, internationaux, européens, sous des cocotiers, en allant jouer au golf sur des gazons verts et bien arrosés. Je pense que ça serait tout à l'honneur des autorités que ce soit dit que ceci ne s'est pas fait sur le dos des Béninois, qui ne vont d'ailleurs pas forcément profiter de cela. J'imagine qu'il y aura des emplois, mais tout le monde ne pourra pas, j'imagine, être recruté dans ces projets. Et un emploi ne remplace pas une vie, une maison et un foyer. Alors, si on doit faire un bon procès aujourd'hui, est-ce qu'on n'irait même pas déterrer les cadavres de ceux qui nous ont dirigés par le passé? Parce que ces espaces-là où on est en train de déguerpir les populations aujourd'hui, on pouvait s'imaginer que ce sont des espaces qui doivent abriter à long terme des projets, ou même lorsque les gens sont installés non loin de la plage, non loin des cours d'eau et tout ça. Et pourtant, les autorités leur ont vendu ces espaces-là ou les ont permis de s'installer par le passé. Finalement, n'est-ce pas l'État qui est responsable de tout cela? Je pense qu'il y a évidemment une continuité de l'État. C'est pas choquant que des pêcheurs vivent au bord de l'océan. Après, si des projets naissent, effectivement, il faut leur permettre de continuer à poursuivre leur activité de la façon la plus pertinente. On a d'ailleurs fait un focus sur les communautés de pêcheurs, puisque ces communautés ont été totalement déstructurées. À Finion 1, les gens étaient éparpillés, ils n'arrivent plus à se rassembler pour aller pêcher, les filets sont dans les maisons, les gens ne pêchent plus, on parle de revenus. Ce qu'on nous a expliqué également concernant Avlekété, c'est qu'on a déplacé des communautés de pêcheurs, donc des communautés de pêcheurs de villages voisins se retrouvent à empiéter sur des territoires de pêche, si je puis dire, qui n'étaient pas partagés. Donc il y a aussi des conflits qui n'ont pas été réglés. Mais pour revenir à votre question, quelles que soient les erreurs qui ont été faites, le rôle de l'État, c'est de pouvoir y remédier. On parle de zones où il y a quand même des terrains disponibles, où le foncier est disponible. Donc il faut simplement que les choses soient faites de la meilleure façon possible. Certaines autorités nous ont dit de façon assez choquante que de toute façon c'était des communautés qui n'avaient pas d'électricité, qui vivaient dans des cases en paille, et que c'est très bien comme ça et que c'est ce que les touristes voulaient voir. On nous a dit ça. C'est quand même assez choquant. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être faites. Encore une fois, je pense que c'est une question de volonté politique. Et on voit que ces autorités ont une volonté politique très forte sur notamment le développement. Il faudrait mettre un petit pourcentage de cette volonté pour indemniser correctement les personnes expulsées. Et c'est quelque chose qui, je pense, pourrait être réglé et satisfaire beaucoup de monde. Je l'ai lu dans les lignes de votre rapport. Vous tenez aux droits socio-économiques de ces personnes qui sont déplacées. J'ai vu des témoignages dans le rapport, des personnes qui n'ont plus d'activité, qui n'ont plus carrément de revenus. Comment est-ce que vous pensez que l'État peut restaurer les activités économiques de ces personnes, parce qu'elles n'ont appris peut-être à faire que la pêche? Et à Djefa, peut-être il y a de l'eau, il y a un océan qui n'est pas loin, parce que là c'est la commune de Sémékoudi. Mais est-ce qu'ils en ont la garantie, et est-ce que l'État en fait vraiment une préoccupation? Alors sur la situation des pêcheurs à Djefa, nous on n'a pas étudié de quelle façon ils ont pu reconstituer leur activité de pêche. Ce qu'on a constaté en tout cas, c'est que concernant Finion 1, tout le secteur de cette pêche artisanale de ce quartier a été totalement déstructuré. On a également constaté à Plakodji que selon plusieurs témoignages, certaines personnes préfèrent dormir sur place au port plutôt d'aller à Djefa, même s'ils ont une parcelle de terrain, tout simplement pour pouvoir continuer à leur activité économique de dockers, de pêcheurs, puisque se déplacer jusqu'à Djefa et faire des allers-retours, c'est évidemment du temps et de l'argent. Les solutions, je pense que c'est aux autorités béninoises de les apporter. Le droit international est là, c'est un droit auquel les autorités
on souscrit. Les personnes doivent être compensées pour les pertes qui correspondent au travail qu'elles ont perdu. Elles doivent être compensées pour la perte de leurs biens. Donc idéalement, dans un monde où le droit international serait totalement respecté, les gens devraient être indemnisés pour l'équivalent de nombre de jours de pêche perdus, les pirogues qui pourrissent sur la plage en attendant. Tout ça, encore une fois, c'est pas Amnesty qui l'invente, c'est du droit. Les autorités y ont souscrit. C'est pourquoi nous sommes aussi insistants à nous référer en permanence au droit. Il y a un idéal à atteindre. Et il y a aussi un minimum, même si cet idéal n'est pas atteint, le minimum pourrait être atteint, et dans beaucoup de cas, le minimum n'a pas encore été atteint dans le cas de ces expulsions. Allez, dites-nous, dans les pays où Amnesty est présente en tant qu'organisation, lorsque vous publiez de tels rapports, si on doit faire un petit bilan depuis que Amnesty existe, est-ce que véritablement ces rapports ont des échos qui amènent à un changement de comportement? Vous avez l'impression que ça agit sur les décisions qui sont prises au sommet de l'État dans ces pays-là où vous êtes, les constats que vous faites, est-ce qu'on s'en saisit pour réparer un peu les torts qui sont faits aux droits humains à travers le monde? Ce que je peux vous dire, c'est que quand on travaille pour Amnesty International, faut avoir de l'espoir. Sinon, c'est compliqué de travailler dans cette organisation. Il y a des résultats, mais d'abord, ce que je veux dire, c'est que l'évolution de la région et même du monde fait que la tendance n'est pas forcément à l'optimisme. Quand on voit les conflits, pour ne parler que de l'Afrique de l'Ouest, les transitions militaires, des pays qui étaient stables comme le Sénégal, qui le sont de moins en moins, des régimes autoritaires qui perdurent, il y a de quoi s'inquiéter. Et effectivement, dans certains pays, c'est extrêmement compliqué d'avoir des résultats. C'est extrêmement compliqué, ne serait-ce que de rencontrer les autorités, et il y a des tendances de plus en plus hostiles aux droits humains, et donc à Amnesty Amnesty et aux droits humains de façon plus générale aussi. Mais néanmoins, oui, si on fait ça, c'est parce qu'on pense qu'il y a de l'espoir. Je travaille aussi sur la Guinée, où il y a des problèmes récurrents d'usage excessif de la force, des personnes qui sont régulièrement tuées dans le cadre de manifestations. Alors, quelle Guinée ? La République de Guinée, dont la capitale est Conakry. Parfois, obtenir des ouvertures d'enquête, en soi, c'est quelque chose qui peut donner de l'espoir. C'est pas suffisant, mais on se contente aussi parfois de peu, dans une région qui est extrêmement compliquée, avec une multiplication des régimes autoritaires. Et quand on voit au-delà de l'Afrique, encore une fois, ce qui se passe entre Gaza et Israël, encore une fois, faut faire preuve de beaucoup d'optimisme. Et au-delà des organisations de défense des droits humains, c'est les États, et c'est chacun d'entre nous qui sommes responsables de la promotion et de la protection de ces droits. Quand on voit la position d'un pays comme les États-Unis sur ce qui se passe à Gaza et en Israël, c'est évidemment assez désespérant. Et c'est les États qui doivent faire ça, c'est l'Union africaine. Il y a une commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui est là également pour agir. Donc on continue. Parfois on a des résultats, parfois il n'y en a pas, mais c'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter. Heureusement, il y a des générations. Vous avez dit également que vous échangez avec les autorités. La preuve, vous avez échangé avec le ministre de cadre de vie béninois avant même de publier ce rapport, c'est cela? Tout à fait. Alors, notre méthodologie nous oblige d'abord à envoyer une demande de droit de réponse aux autorités avant la publication du rapport. Donc, c'est pas le droit de réponse journalistique. En journalisme, c'est après. Nous, c'est avant. Donc, on a envoyé des courriers qui présentent les principales conclusions du rapport à certains ministères, en leur offrant la possibilité, s'ils le souhaitent, de nous répondre. Et dans le cas où nous avons reçu des réponses, eh bien, les réponses sont intégrées effectivement dans le rapport. C'était le cas du ministère de l'économie qui nous a répondu, la NDF également qui nous a répondu, et le Club Med, la société Club Med qui nous a répondu. Donc on les a intégrés dans le rapport. Et ce qu'on fait habituellement, c'est donc mercredi dernier, la veille donc de la publication du rapport, nous avons rencontré le ministre du cadre de vie et le directeur de cabinet du ministère de l'économie. Nous avons également fait une demande à la présidence, mais on imagine que la présidence est aussi très occupée. Mais en tout cas, on est très satisfait d'avoir pu rencontrer ces autorités, d'avoir reçu un accueil plutôt favorable et bienveillant.
pour leur présenter ce rapport avant donc la publication et pour leur présenter surtout les recommandations. Ça se passe toujours aussi facilement dans les autres pays? Non. On vous ferme la porte. Il y a certains pays où on ne peut même pas faire une conférence de presse comme nous l'avons fait jeudi dernier. Donc de ce point de vue-là, le Bénin est un pays où il y a encore de l'espace, même s'il y a des problèmes, il y a un espace qui existe pour parler dans les médias des droits humains, pour rencontrer des autorités. Il y a d'autres pays où c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des pays où on ne peut pas lancer de rapport. Il y a des pays où les autorités refusent de nous rencontrer. Donc le Bénin est un pays qui, dans la norme régionale, serait plutôt l'un des plus, je dirais, progressistes. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes. Tout n'est pas rose. Comme il y en a aux États-Unis, en France et ailleurs. Un peu partout dans le monde. Eh bien, que reproche Amnesty International à la suite de ces enquêtes à la viabilisation des sites de réinstallation proposés aux personnes expulsées dans l'une de vos recommandations, hein? Alors que les autorités s'en vantent, à Djefa par exemple, il y a de l'eau, il y a l'électricité, il y a des ouvrages d'assainissement. Est-ce qu'ils attendent, je ne sais pas quoi, des bitumes? Qu'est-ce que vous reprochez à ces sites de relogement? Alors, ce qu'on reproche, c'est tout simplement que, encore une fois, selon le droit international, les personnes, tout simplement, devraient avoir accès à un logement convenable. Donc, c'est le cas pour les personnes expulsées, comme pour les personnes qui ne sont pas expulsées. Mais là, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y avait une chance un petit peu inédite de partir de zéro. On avait des sites, des terrains nus. On allait donner des terrains à des personnes et leur offrir une nouvelle vie sur un nouveau site. C'était un petit peu une occasion en or de faire les choses de la façon la meilleure qui soit. Donc nous ne disons pas que rien n'a été fait. Nous nous sommes rendus à Wanji, nous nous sommes rendus à Djefa, qui sont des sites déjà beaux à vivre, c'est des sites intéressants. Mais ce qu'on a constaté, c'est que voilà, l'école de Djefa, les effectifs ont été démultipliés puisque de nouveaux habitants sont arrivés, mais il n'y a pas de nouveaux enseignants qui ont été affectés. En tout cas, quand nous sommes passés en janvier-février, il y a des panneaux solaires, mais c'est seulement il y a quelques jours qu'on a installé des poteaux électriques. Le réseau d'eau potable est là, mais les logements n'ont pas été raccordés. Donc c'est un peu une occasion en or. Et je ne vais pas parler au passé, je veux dire c'est une occasion en or car c'est loin d'être fini. Il y a encore des choses qui peuvent être faites. Aider les gens à compléter leur maison. Et les gens nous ont expliqué qu'ils n'avaient pas forcément eu assez. Il y a des gens qui sont sans porte, où le sol n'est pas terrassé. Des toitures se sont envolées pendant... Mais certains ont dilapidé les fonds. Ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Ils n'ont pas judicieusement exploité ces montants pour leur réinstallation. Alors ça, nous ne l'avons pas documenté. Nous ne disons pas que ce n'est pas vrai. C'est sans doute le cas pour certaines personnes. Dans tous les cas, les autorités auraient dû faire en sorte ou de construire les logements eux-mêmes pour que les gens ne se retrouvent pas. On imagine que des gens qui ont peu de moyens et qui doivent faire des arbitrages entre dépenser là ou dépenser là, c'est pas par gaieté de cœur. Et le fait aujourd'hui, c'est que même si des personnes ont pu utiliser l'argent pour autre chose, elles se retrouvent dans une situation qui est compliquée. Certaines personnes nous ont même dit que je pense que Plakodji n'était pas forcément le quartier le plus chic de Cotonou, mais certaines personnes ont expliqué qu'elles avaient accès à plus de choses quand elles étaient à Plakodji que sur les nouveaux sites de réinstallation. Encore une fois, c'est pas fini. Il y a des choses qui peuvent être faites. Ces sites sont là aujourd'hui. Nous avons constaté que les autorités continuent à faire des choses. Donc il y a des choses qui peuvent être faites encore aujourd'hui. Encore une fois, on parle de personnes qui ont été déracinées. Tout le monde ne va pas retrouver un emploi. Les familles ont été séparées. Des pères étaient à gauche, des mères étaient à droite. Des mères nous ont expliqué qu'elles n'ont pas vu leurs enfants pendant des mois. Donc il y a le matériel, mais il y a aussi l'immatériel qui est à prendre en compte. Alors, lorsque on parle du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, j'ai envie de faire une petite comparaison. Si c'est un humain aujourd'hui à 75 ans, vous voyez, ça se fatigue déjà. Il y a des choses qui se détériorent déjà sur l'être humain. Est-ce qu'aujourd'hui on ne va pas remodeler un peu ces principes-là qui
mis ensemble, défendre les droits de l'homme. Parce qu'au moment où on écrivait peut-être cette déclaration, il n'y avait pas ces problèmes que nous avons aujourd'hui. Vous voyez les conflits armés qui se multiplient, le djihadisme qui prend de l'ampleur, ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir un peu les textes et les contextualiser, les adapter aux réalités d'aujourd'hui? Je pense que les conflits ont existé de tout temps. Je pense que ce qui est dans cette déclaration universelle est par principe un petit peu intemporel. La question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi les conflits perdurent, pourquoi certaines situations perdurent. Et là, on en revient à des enjeux... Parce que quelqu'un qui, par exemple, bombarde tout un quartier, toute une ville, lorsqu'on va l'appréhender, les droits de l'homme vont intervenir pour dire qu'il a des droits qu'il faut préserver, la présomption d'innocence, il ne faut pas l'exécuter. Et là, Amnesty encore va venir pour nous dire, en tout cas, la peine de mort, il faut l'abolir, ainsi de suite. C'est ça que je parle, parce que ces conflits, ça fait beaucoup de milliers de personnes qui meurent lorsqu'on largue une bombe dans une région. On tue des enfants, des innocents, ainsi de suite. Lorsque ces personnes sont appréhendées, Amnesty va dire attention, il faut lui respecter ses droits. Alors, je peux vous rassurer que si on parle d'une personne qui bombarde des civils dans le cadre du droit international humanitaire, Amnesty International va évidemment demander justice et que cette personne ne soit pas libérée. Sur la peine de mort, pour moi c'est un autre sujet. La peine de mort, Amnesty défend l'abolition de la peine de mort. Je pense qu'on peut apporter la justice sans forcément tuer les gens. Et d'ailleurs, on a constaté avec plaisir qu'en 2018, les condamnés à mort, la peine des condamnés à mort a été commuée en prison à vie et que la peine de mort a été abolie au Bénin. Sur la question de vous parler de conflits, Amnesty International demande évidemment à ce que les personnes qui sont responsables d'attaques contre les civils, d'attaques contre des cibles, des gens, des habitants, soient évidemment poursuivis en justice et arrêtés. On ne demande absolument pas la libération. À partir du moment où les preuves sont réunies, que les personnes ont été jugées et condamnées dans le cadre d'un procès équitable, la justice doit être évidemment faite. Pour les restes, Amnesty International n'est, je dirais, qu'une organisation des droits humains sur les forces qui s'affrontent dans l'humanité, les conflits, la cupidité, les maintiens au pouvoir, les changements climatiques. Ce sont des thématiques auxquelles s'intéresse Amnesty. Mais Amnesty ne peut, heureusement ou malheureusement, pas tout. On essaie de jouer notre petit rôle à notre échelle. Vous en avez dit un mot, mais je voudrais vous écouter davantage là-dessus. Un peu comme vous, le médiateur de la République, dans son rapport de 2020, a constaté ici au Bénin que les expulsions forcées avaient occupé et cristallisé les attentions pendant longtemps. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que votre rapport, avec tous les détails et avec toutes les données qui sont présentes, est-ce que ce rapport-là aujourd'hui, avec l'écho favorable que vous avez eu aussi auprès des différentes autorités, certaines d'entre ces autorités ont contribué à votre rapport, est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'il y a une plus-value, il y a un déclic à espérer, et comme vous l'avez dit, vous nourrissez beaucoup d'espoir? On nourrit de l'espoir parce qu'on voit que ces autorités ne sont pas des autorités qui sont fermées, même si, comme j'ai déjà dit, il y a un certain nombre de problèmes. Nous n'avons pas senti une fermeture. Et je repense à il y a quelques mois, nous avions fait un communiqué sur la situation de femmes, de patientes d'un hôpital qui étaient détenues et qui ont été relâchées. Un hôpital qui n'est pas loin d'ici. L'hôpital de Ménontin, je crois. Justement, voilà, qui n'est pas loin d'ici. Qui ont été relâchées. Donc je pense que ce sont des autorités qui ne sont pas sourdes à certaines recommandations. Et il ne faut pas forcément voir non plus toujours la confrontation entre Amnesty International et les autorités. Ce qu'on dit, c'est ce que beaucoup de Béninois et de Béninoises disent. Peut-être que l'envergure de notre organisation permet simplement de porter ce message avec beaucoup plus d'écho. Mais ce qu'on dit ici, je pense que les autorités l'ont déjà entendu. Et on espère, nous ne sommes pas non plus naïfs. On sait que parce que les ministères nous disent quelque chose, c'est pas forcément ce qui va se passer. Mais on peut que leur prêter bonne foi et espérer que leur parole sera tenue et qu'en prenant connaissance du rapport et peut-être
connaissance de certaines émissions comme ici, en entendant les témoignages assez émouvants de personnes qui ont été victimes d'expulsion et qui dorment aujourd'hui dans la rue, les autorités vont se dire que voilà, après tout, on est là, elles sont là après tout pour le Bénin et pour les Béninoises et les Béninois. Allez, dans quelques semaines, 2024, nous sommes en décembre. En 2024, quels sont les chantiers, les défis que se lance déjà Amnesty International? Dans le monde, dans la région? Dans le monde, la région et au Bénin, si nous sommes au Bénin. Alors, dans le monde, c'est vaste. Je pense que le but, encore une fois, c'est de défendre le mandat d'Amnesty International qui s'inspire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Notre mandat est très vaste et de plus en plus vaste. C'est une organisation qui, au début, se focalisait sur notamment la question de la peine de mort, qui est un peu le combat phare d'Amnesty. Depuis, cela a beaucoup évolué. Nous, au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, on s'intéresse à des thématiques nouvelles, comme la justice climatique, en s'intéressant à documenter les causes et les conséquences du changement climatique qui ont des impacts très concrets sur la vie des gens. Au Bénin, on parle de l'érosion côtière, on parle de l'augmentation du niveau des lacs, du réchauffement climatique, tout ça, de la déforestation, tout ça, c'est des choses qui vont avoir des impacts très, très, très concrètes. Donc, c'est des choses qui sont à documenter, sur comment aussi le plaidoyer peut se faire dans la région, avec un réchauffement climatique qui est principalement jusqu'à présent causé par les pays industrialisés du Nord et de l'Europe et des États-Unis, et comment une discussion peut être faite entre tout le monde pour que chacun y mette un petit peu du sien. Nous allons continuer à travailler sur les conflits, puisque malheureusement les conflits ne cessent pas au Sahel, au lac Tchad, et on espère évidemment que ça ne va pas s'étendre à d'autres régions du Bénin. Donc il y a tout un nombre de thématiques. Nous ne sommes pas assez, nous ne serons jamais assez pour pouvoir tout faire, évidemment, mais on va continuer à faire notre travail, évidemment, sur une thématique qui nous est chère également, c'est celle de la liberté d'expression. Quand vous parlez de liberté d'expression, cela me fait une question que je m'en voudrais de ne pas vous poser. Est-ce que c'est parce qu'on a parlé droits socio-économiques et culturels cette année 2023 que nous n'avons pas eu des productions d'Amnesty International sur les droits civils et politiques cette année? Nous n'avons malheureusement pas le don d'ubiquité. Et c'est vrai que nous sommes une organisation grande avec des moyens. À titre personnel, je suis la situation dans 4 pays, dont le Cameroun. Donc c'est compliqué de pouvoir tout suivre en même temps. Et c'est des processus qui sont très longs. On est venu en janvier et février pour des séjours de recherche. Ensuite, il y a un processus d'écriture. Ensuite, il y a un processus de vérification. On recontacte les gens, on envoie des courriers. Donc c'est vraiment des processus qui sont longs. C'est absolument pas le manque de volonté qui fait que parfois vous n'allez pas voir de publication ou de réaction d'Amnesty sur tel sujet. C'est jamais un manque de volonté, ça peut être un manque de ressources humaines, un manque de temps, mais on essaye dans la mesure du possible de réagir. On a essayé de réagir ces derniers mois à la situation dans le nord du Bénin sur les arrestations et détentions arbitraires. On a essayé de réagir sur les droits des personnes LGBTI. On essaie de réagir dans des tweets aussi sur certaines arrestations de journalistes. Et c'est ce que nous avons également fait dans le cadre de ce mini-rapport de soumission dans le cadre de l'examen périodique universel, où on a passé en revue un certain nombre de lois récentes qui nous semblent problématiques. Le code du numérique, les nouvelles restrictions du droit de grève à des secteurs stratégiques comme les hydrocarbures et autres qui constituent l'aviation. L'aviation, exactement, qui constituent des restrictions du droit de grève. La loi d'Amnesty de 2019, ce qu'on a dit, c'est que Amnesty n'est pas contre cette loi d'Amnesty, mais qu'il ne faudrait pas que des gens qui sont responsables de crimes ou de délits demeurent impunis. Allez, nous sommes dans les toutes dernières minutes de cette émission consacrée au 75e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Nous avons passé en revue la situation au Bénin avec Fabien Hoffney, le chercheur à Amnesty International. Si vous devez passer un message fort à tous qui vous écoutent en ce moment, aux téléspectateurs à travers le monde, qu'est-ce que vous leur diriez pour conclure? Je leur dirais tout d'abord, je les remercierai de nous avoir regardés, et je leur dirais que chacun est pris dans son rythme quotidien, dans sa vie personnelle, familiale, par des soucis personnels et plein de choses
qui nous étouffe un petit peu, mais faut toujours essayer de garder les yeux ouverts pour regarder autour de nous, pour regarder autour de nous des situations qui peuvent nous sembler injustes. Et je pense que c'est important d'avoir toujours cette capacité à s'indigner et à se révolter contre des choses qui nous semblent injustes. Et il faut essayer, je pense, dans la mesure du possible, c'est ce que j'essaie de faire, de garder cette capacité à s'indigner, à parler, à dénoncer les choses et à communiquer sur ce qui ne va pas pour être en mesure d'aider son prochain, quel que soit le pays dans lequel on vient, quelle que soit notre religion. Il y a des choses qui sont universelles et on a parlé pendant quasiment 1 heure de droit international, mais le droit international, c'est aussi ce que ressentent les gens de façon naturelle. Des gens peuvent être choqués par des situations sans avoir eu à lire une constitution ou un texte de l'ONU. Donc c'est des choses qui sont aussi très naturelles et je pense qu'ils doivent être défendues et encouragées. Quel agenda pour la célébration des 75 ans d'anniversaire de la DUDH, une campagne après la publication de ce rapport? Alors après la publication de ce rapport, nos collègues de Amnesty Bénin, puisqu'il y a un bureau d'Amnesty International ici au Bénin, vont faire un travail de plaidoyer, de suivi auprès des autorités de ce rapport pour voir si les recommandations sont mises en œuvre, si d'autres discussions peuvent être menées, si certaines annonces qui peut-être seront faites par les autorités seront respectées. Donc ça c'est un travail qui va être mené dans les prochains mois. Sur la célébration aussi, je crois que nos collègues d'Amnesty Bénin ont des activités prévues. Je ne les ai pas en tête, mais je n'ai aucun doute que les collègues et les nombreux bénévoles de Amnesty Bénin ont prévu quelque chose. En parlant même de collègues, je sais que votre collègue dans la région de Parakou, Jean-Hugues de Baguidi, se bat beaucoup pour donner de la visibilité aux actions de Amnesty, même si parfois on sent que les moyens manquent un tout petit peu. Vous feriez bien de le renforcer par moment. Je ferai passer le message à mes chefs. Voilà. Merci Fabien Hoffner, chercheur Amnesty International, que nous avons questionné ensemble avec William Cliquant. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce numéro de Zone Franche. Passez un très bon dimanche. On se reprend dimanche prochain. Merci à toute l'équipe de réalisation conduite par Christelle. Merci et à bientôt.